Radio JM a passé un cap. Ses 40 ans ont été dignement célébrés au cinéma Le Prado, placé sous le signe de la fraternité. Plus de 300 personnes, représentants communautaires, responsables politiques, institutions locales et de nombreux auditeurs fidèles étaient présents pour honorer ce rendez-vous. Et pour évoquer cette belle soirée, notre président, Jean-Jacques Zeynou, est ici avec nous. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bienvenue Bonjour Magali. Merci. Chez vous, chez toi. Merci de me recevoir dans votre journal régional. C'est un plaisir d'être reçu par Magali. Alors cette soirée a été l'occasion de témoigner toute notre reconnaissance aux nombreux bénévoles investis à la bonne marche des émissions depuis tant d'années. Oui, c'était une soirée un peu différente, parce qu'on est habitué à d'autres formats pour les anniversaires de Radio JM, Radio JM 40 ans. Donc c'était se réinventer, faire quelque chose qui marque, quelque chose qui reste dans le temps. Et l'idée de réaliser un documentaire qui retrace les 40 ans de la radio, c'était une idée innovante et c'était une idée qui permettait de s'adapter à l'actualité et puis surtout quelque chose qui reste dans les archives de la radio. Alors cette soirée a débuté en musique, dans l'ambiance avec le groupe de musique M-Swing, variété française, israélienne. Et on a eu quelques anecdotes sur les coulisses de la radio avec le documentaire de Laura Sahin. Oui, Laura Sahin qui a produit ce documentaire qui est formidable. D'abord, elle a fait un travail de qualité. Hein. Il sera bientôt diffusé en ligne, ce documentaire. Et sur France 3 Et France 3, c'est en négociation, donc je pense qu'il y a de fortes chances pour que ça puisse arriver au bout, parce que ce documentaire est vraiment très bien fait, c'est de très bon niveau, tout le monde le reconnaît. Tous les 300 personnes qui étaient présentes reconnaissent que ce docu, d'abord, il apporte quelque chose de positif, d'un acteur juif dans la cité. Ce qu'on peut apporter dans la cité, dans la République, et ça c'est formidable parce que c'est le positionnement de la radio qui a apporté son petit édifice à cette grande histoire qui est la vie marseillaise. Marseille en grand, Marseille, cette coexistence de communautés et cette vie juive qui apporte beaucoup à la vie marseillaise. Et on se rappelle aussi que Radio JM est un vecteur essentiel du dialogue intercommunautaire. Toujours. La radio JM a toujours été dans son ADN, bien sûr, une radio au service de la communauté, une radio sioniste qui va apporter la bonne information sur ce qui se passe en Israël, oui. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on le voit dans les médias avec cette désinformation qui devient insupportable. Radio JM va apporter une information dès 6h30 du matin jusqu'à 20h, une information avec des flashs d'informations avec nos correspondants, en partenariat avec les radios juives parisiennes, apporter une information juste et en temps réel sur ce qui se passe en Israël. Alors aujourd'hui, nous avons les médias, nous avons des grands médias, nos confrères, I24, mais il y a quelques années, il n'y avait pas tout ça. Et depuis 40 ans, la radio est là pour apporter une information qui soit juste. En termes de correspondants, je pense à Cathy Bisraor, tous les jours en direct d'Israël. Qui apporte une information juste, qui est toujours nourrie d'optimisme, parce que c'est vrai que des fois c'est difficile, on le voit en ce moment, c'est pas évident, on voit qu'il y a une menace terroriste qui est grandissante, on voit une coalition gouvernementale qui veut faire passer des changements au niveau sociétal et qui perturbent les manifestations. Donc on voit que l'État d'Israël passe un moment difficile, comme on l'a vu, et que nos auditeurs ont besoin d'avoir une information et nous apportons cette information de qualité grâce à nos confrères aussi des radios juives parisiennes. Et au service de la communauté, l'information pour Israël est bien évidemment Radio JM, acteur de la cité, et bien sûr acteur de la coexistence entre les communautés. Nous prêtons nos ondes aux Corses, aux Arméniens, aux Italiens, bien évidemment. Et puis, nous sommes toujours vecteurs de ce qui se passe sur le bien vivre ensemble. On a Marseille Espérance. On a Radio JM a été là aussi à l'avant-garde quand il a fallu faire des émissions en commun avec, je pense, à Radio Gazelle, la radio des musulmans, qu'il a fallu être là pour apporter un message de paix. Non pas dans de l'angélisme qui soit naïf, sans avoir la réalité. Mais un dialogue vrai. Un dialogue vrai où juifs et musulmans à Marseille doivent pouvoir échanger
dans la sérénité, tout en gardant chacun ses opinions. Mais nous sommes des Français, nous devons être dans la coexistence apaisée. Tout à fait. Et à une époque où les réseaux sociaux deviennent presque pour certains la première source d'information, c'est important que l'existence d'une radio locale se soit professionnalisée. Oui, on va dire que ça fait partie de ma mission. Par rapport à mes prédécesseurs qui étaient des animateurs, hein, Clément Yana était un animateur, moi je ne suis pas animateur, je suis plus un gestionnaire, et dans ma fonction de responsable communautaire, de gestionnaire, c'est de professionnaliser la radio, d'arriver d'être toujours au goût du jour, d'être en capacité de nous adapter aux nouvelles exigences. Les auditeurs prennent de l'information et écoutent les médias, la radio autrement. Radio JM a pris le virage du numérique. On l'a pris. Est-ce que c'est encore ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Nous avons maintenant des applis, un site internet qui a été refait, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Moi, je suis très attentif à comment les jeunes prennent l'information. On doit s'adapter. De toute manière, si on ne s'adapte pas, c'est la mort assurée en quelque temps de la radio. Et comme je ne suis pas suicidaire, que je suis un optimiste de nature, on doit aller de l'avant. Et je pense que là, grâce à une équipe de professionnels qui est merveilleuse, qui apporte chacun sa pierre à l'édifice, nous sommes capables de faire face à ce défi du numérique, de cette transition numérique, et pour tout ça, au service de nos auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour le demi-siècle ? Pour le demi-siècle, d'abord, la paix dans le monde. Parce que franchement, nous vivons des moments qui sont... on se rend pas compte parce qu'on est dedans. On est en plein dedans. On est dedans, mais on est quand même dans une guerre à des centaines de kilomètres, et une guerre qui est terrible en Ukraine et déjà un an. Et là, on verra, on aura après, lorsqu'il y aura les images, mais c'est une horreur. Nous voyons qu'il y a d'autres endroits où je pense à il y a beaucoup de communautés juives dans le monde qui souffrent. Et je pense qu'il y a beaucoup de souffrance dans des endroits. Je pense en Syrie, je pense en Iran, en Irak, où il y a quand même, on est chaque fois à deux doigts à des guerres quand même. La situation en Israël n'est pas simple. Donc on a une crise économique qui est assez importante. Vous avez quand même la montée des extrémismes, ce qui est jamais bon. La montée des extrémismes, c'est toujours corrélé avec une crise économique. Et on est toujours à deux doigts où ça peut exploser. Donc oui, c'est pas évident. La radio doit informer et doit apporter cette dose d'optimisme parce que nous sommes notre devoir d'être optimiste, d'aller de l'avant et d'être aussi une sorte je cherche le mot la résilience. La résilience et certainement pour pouvoir être ce guide qui apporte le bon chemin et qui apporte ce message de sagesse aussi, parce que nous devons aussi non pas inquiéter nos auditeurs, on aussi rassurer, informer et rassurer, parce que ça serait très facile, le média aussi, d'exciter les esprits. Vous voyez, le rôle de la radio aussi, c'est de ne pas exciter les esprits. La radio aussi, c'est aussi d'apaiser, d'informer et de toujours être dans la cohésion communautaire et dans l'information. Nos animateurs le font, plus de 80 animateurs. Je pense aux rabbins, je pense aux chroniqueurs, aux animateurs, tout ça qui contribue à cette information qui soit juste et apaisée. Et on les remercie. Et on les remercie, bien sûr. Permettez-moi aussi de remercier ces professionnels de la radio. Je pense à Amy qui est en studio, je pense à vous, Magali, à Sandra, qui fait un travail extraordinaire au niveau de l'administratif et la comptabilité. Elsa, Patrick, Sacha Rand, les deux Sacha, les jumeaux, Sacha et Sacha. Voilà, qui font un très bon travail. Patrick Zic aussi, notre petit piment. Et Joseph, qui est notre MacGyver. Oui, c'est toute cette équipe de professionnels qui est indispensable pour pouvoir apporter l'information de qualité, parce que l'auditeur est devenu exigeant. C'est-à-dire qu'aussi,
La professionnalisation aussi, c'était la garantie de garder l'audimat. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans ce documentaire sur les 40 ans de la radio, Clément en parlait, je pense à Raymond Harouche, je pense à Daniel Sperling qui parlait de la radio des débuts. Au départ, au niveau de la qualité, c'était pas très... Le niveau d'exigence était très faible. On isolait le studio avec des boîtes d'œufs. Voilà, c'est qu'à l'époque, on écoutait de la musique israélienne sur la bande FM, on était content. Mais aujourd'hui, ça suffit. Mais non, on a une autre attente. Voilà, et le niveau, le curseur sur l'exigence des auditeurs est très très haut. Et puis ils ont le choix. C'est-à-dire, si on n'est pas bon, ils vont ailleurs. Donc, ça nous oblige à apporter de la qualité. Et je pense qu'on y arrive bien. Il y a certains qui ont tenté de créer d'autres médias juifs. On voit qu'ils n'ont pas tenu sur la durée. Nous, la radio, c'est 40 ans. Je suis très, très fier qu'on m'ait confié cette responsabilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'oblige à vouloir le meilleur pour la radio. Eh bien, il n'y a plus qu'à dire... aux 120 ans. Aux 120 ans, oui, bien sûr, aux 120 ans. Et puis, vive la radio, vive la République. Et je retiens une phrase qui est bonne, c'est « pense bien, tout ira bien ». Et je crois que ça aussi, c'est la phrase que nous disait, et souvent Claude Allali le rappelle, notre maître qui nous a quittés il y a quelque temps. En fait, il ne nous a pas quittés parce qu'elle est toujours là. D'ailleurs, le documentaire était dédié au Rav Avraham Mimoun, qui a toujours été notre conseil pour les choix importants pour la radio. Eh bien, merci Jean-Jacques. Merci Magali. Merci à tous les auditeurs d'être venus pour cette belle soirée. Et bien sûr, on en réserve d'autres surprises. D'autres surprises. Merci. Au revoir. Maître Michel Hammas, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Marseille et vous avez sorti 706 enfants des griffes de leur placement en maison d'accueil. Et si l'on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous êtes l'initiateur d'une proposition de loi pour la réforme de la procédure de placement des enfants. Ravi de vous accueillir à Radio JM. Mais c'est moi qui suis très heureux d'être là. En énonçant des situations que vous qualifiez d'ubuesques, vous faites le porte-parole de parents déchirés par le placement de leurs enfants en famille d'accueil. Vous êtes en quelque sorte un lanceur d'alerte. Ah ben oui, clairement. Moi, ça fait 30 ans que je suis avocat. Pendant 30 ans, j'ai pensé que n'étaient placés que les enfants qui étaient violés par leurs parents ou battus. C'est pas le cas du tout. Moi, je pensais que c'était marginal, qu'il n'y en avait pas. Et j'ai découvert il y a 4 ans que non seulement il y en avait, mais il y en avait énormément. L'exemple que je donne est toujours le même. Il y a 76 000 voyous en France en prison. On ne parle que d'eux. Il y a des chaînes de télé qui ne parlent que des voyous. Il y a 330 000 enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance et 230 000 enfants placés. C'est la ville de Toulouse. C'est comme si toute la ville de Toulouse était placée. C'est un scandale d'État parce que cette loi, l'ordonnance de 45 prévoit qu'on place l'enfant lorsqu'il y a une situation énorme. Le type qui viole son enfant de 2 mois. Quand c'est hors cadre. Mais le curseur a glissé et désormais on place les enfants des parents qui se disputent, 60% de mes dossiers, fait à peu près 1800 dossiers sur la France entière, les enfants des femmes battues, une femme qui est battue, on va lui dire systématiquement la même chose, elle va d'abord partir avec son enfant sous le bras, première sanction, on l'a pris les coups, deuxième sanction, on l'a plus de maison, parce qu'elle est partie, troisième sanction, les services sociaux disent partout pareil, partout en France, vous n'avez pas protégé vos enfants des scènes de violence qu'ils ont vues chez vous, ils placent, et troisième situation qui est inacceptable, c'est les autistes. On place en France un autiste sur 4, parce que les parents à un moment demandent de l'aide au service. Moi je dis à tout le monde la même chose, quand vous avez une difficulté dans la vie, surtout, n'allez jamais voir les services sociaux. N'ayons pas peur des mots. Vous avez même dit dans une interview que les parents avaient moins de droits qu'un individu suspecté de crime. Ah ben c'est une réalité. Dans la loi pénale, vous avez des droits, il y a une présomption d'innocence. Donc tous les terroristes du Bataclan ont des droits. Ils ont le droit de demander à voir leur famille, ils ont le droit de demander une expertise, ils ont le droit de demander des confrontations, ils ont des droits. Les parents, eux, ils ont moins de droits que les terroristes, ils n'en ont aujourd'hui aucun. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander des actes, mais dans la mesure où le juge n'a pas l'obligation de leur répondre, il n'y a pas de droit. La plupart des juges ne répondent pas. Juste un truc qui est important,
En octobre, j'ai envoyé 900 lettres à des juges en disant « je veux un droit de visite à Noël ». J'ai 6 juges qui m'ont répondu, voilà, c'est tout simple. C'est inconcevable. Alors, comment expliquer ces manquements aux droits fondamentaux de l'enfant qui devraient faire partie des incontournables de la justice depuis bien longtemps ? Parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde pense que les enfants placés, c'est parce que les parents le méritent. Et cette justice est rendue à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public pour constater ce qui se passe. S'il y avait un journaliste une seule fois dans une audience, dans la seconde, ce contentieux explose. Hein. Je vous donne un exemple d'un truc intolérable, voilà, c'est tout simple, intolérable. Père juriste, mère médecin, ils ont un enfant qui fait une sortie scolaire qui fait 30 km en quart, l'enfant va vomir entre la maison et l'école et l'endroit 30 km plus loin, sur le lieu de visite il vomit. L'école appelle les parents en disant « venez chercher votre enfant ». La mère quitte son cabinet médical, va chercher l'enfant, le ramène, et le lendemain matin, elle va à l'école. Et là, la maîtresse dit « attendez, on va vous parler ». Là, il y a la maîtresse, la directrice, la ZEU, votre enfant vomit parce qu'il a à vous parler, il a à vous parler parce que vous êtes défaillant, il place. C'est bon, en vrai, la résistance armée, ça serait bien. Et les juges ont abandonné leurs droits. Les juges ne rendent pas la justice en France, ils la gardent. Ils ont totalement délégué cette justice aux services sociaux et ils sont liés au mot pour mot aux services sociaux qui n'ont pas de moyens, pas de temps, donc ils ne travaillent pas beaucoup. Il ne faut pas avoir honte de dire il n'y a pas beaucoup de travail. Je vous donne un exemple, pour placer un enfant sur 1 an, il arrive que des parents ne rencontrent les services sociaux qu'une fois. S'ils les rencontrent qu'une fois, quel travail ils font ces gens ? Voilà. Alors vous expliquez cette situation au manque de moyens, mais lorsqu'un enfant est placé en région parisienne à proximité du domicile d'un père radicalisé accusé de violence conjugale alors que sa mère vit en Provence, n'est-ce pas simplement un manque de logique de la part des juges ? Ah mais si les juges avaient dessous de bon sens, madame, il y a une espèce de candeur parce que les autres n'osent pas dénoncer. Ils n'osent pas dénoncer parce qu'il y a un prix à ce que je fais. Un prix, c'est que en 30 ans, j'ai eu 3 plaintes. En 4 ans, j'en ai plus de 80. C'est un combat. Les juges ont abandonné totalement le champ le champ qui est le leur de la décision. Qui est juge pour enfants en France ? La plupart du temps, c'est le premier poste, c'est là où on découvre. Ils ont le cellophane. C'est des gens qui ont 28, 29 ans parfois, qui n'ont pas de recul sur la vie, qui n'ont pas divorcé, qui ne sont pas levés à 4 heures du matin, qui n'ont aucun recul sur la vie. Ou alors, on a de vieux juges qu'on met là en attendant, parce qu'on ne sait pas trop où les mettre aussi. Hein. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses, ce contentieux. Alors, il y a des bons juges. Hein. Bizarrement, les meilleurs sont chez nous, à Marseille. Meilleur juge, Marseille. J'aime bien dire les mots. On a à Marseille quelques juges, M. Mangin, un type merveilleux. On a à Aix Madame Lallemand qui, avant qu'on fasse bouger la loi, donnait déjà les enfants aux grands-parents ayant compte de l'empathie. Mais c'est pas le cas partout. Hein, c'est pas le cas partout. Je vous donne encore un exemple. À Évreux, j'ai une maman dont on place les enfants et depuis 1 an, la petite se drogue à 14 ans. C'est emmerdant. Depuis 1 an, elle a du sexe à 14 ans. C'est emmerdant. Depuis le mois de juillet, elle est en fugue. Fin juillet, elle appelle ses parents au secours. Elle est dans un réseau de prostitution à Toulon. Elle habite Évreux. On récupère l'enfant. J'ai fait 13 courriers au juge. Il ne m'a jamais répondu. C'est pas tellement qu'il la méprise. C'est qu'il nie les parents. Certains magistrats sont la honte de notre système judiciaire. Le défaut de réponse à mes courriers, là, avec un enfant de 14 ans, qui est maintenant enceinte parce qu'elle a des relations sexuelles quasiment avec des dizaines de personnes par jour, ça intéresse personne et tout le monde s'en fout. Ce sont des mots forts que vous dites là. Alors cette nouvelle loi va donc obliger le juge des enfants à communiquer aux parents le rapport des services sociaux. Alors en fait, on s'est rendu compte que c'est la seule matière en France où n'existe pas le principe fondamental qui n'existe pas depuis longtemps, depuis le droit romain. Depuis 2000 ans, normalement quand on va dans un procès, quel qu'il soit, administratif, commercial, civil, quel qu'il soit, on sait tout ce que va dire l'autre. Quand on arrive, on sait de quoi ça va parler, sauf dans cette matière. Dans cette matière, il n'y a qu'une pièce. Le rapport des services sociaux, c'est le seul document de travail. La plupart du temps, on l'a la veille. Et hier, avant-hier, à Évry,
je l'ai eu pendant l'audience, c'est-à-dire qu'on m'a filé 30 pages à 9h30 pour l'audience de 9h, et moi, je devais répondre, non seulement je dois en parler à mon client, mais je dois répondre, on ne sait pas comment se défendre. Ce qui se passe ici, dans cette matière est inacceptable. C'est pas acceptable d'aller à un procès, de ne pas savoir de quoi ça parle. Alors l'objet de cette loi est bien de permettre aux enfants d'être acteurs de leur procès de façon équitable. Alors que va changer cette loi dans les faits ? Tout. Ça va tout changer. En fait, on se rend compte que dans les matières rock'n'roll, par exemple le droit pénal, c'était un peu avant, les gens prenaient des roustes pendant la garde à vue, on arrivait, il y avait des coups, ils avaient des hématomes, et puis on a réglementé. Et depuis, tout se passe bien. Là, on a une matière où il n'y a pas de règles. Donc on demande 4 choses qui sont tellement simples. 1, que le juge soit obligé de nous répondre dans les 15 jours de notre demande. Voilà, c'est la même règle qu'à l'instruction. Quand vous faites une demande au juge, dit je veux être confronté à mon accusateur, il a 15 jours pour vous dire oui ou non par ordonnance motivée. Donc là, on dit répondez-nous dans les 15 jours. Il est obligé de répondre dans les 15 jours par ordonnance motivée. Pour avoir la connaissance du dossier. Pour nous dire oui ou non. Si on n'est pas d'accord, le problème est tranché à la cour d'appel dans les 2 mois. C'est-à-dire il y a du rythme. Ça imprime un rythme. Donc on a une solution dans les 2 mois. 3e élément qui est énorme, le juge a l'obligation de circulariser, d'envoyer à tous, ça veut dire le rapport, c'est-à-dire la seule pièce du dossier, 15 jours avant l'audience, c'est le minimum, c'est-à-dire que 15 jours, on sache de quoi ça parle. Et dernier élément qui peut troubler certains, mais qui est essentiel, c'est qu'il y aura une caméra à l'audience, ce qui va éviter des débordements, parce que des débordements en audience dans cette matière, il y en a de la part des magistrats, de la part des services sociaux. Il y a des mots parfois on parle à mes clients, excusez-moi, j'ai parfois un peu honte, mais je m'en fous. La cour d'appel d'Aix parle très mal aux gens. On parle à ces gens qui sont des parents à qui on a enlevé les enfants, on le parle sur un ton, je n'ai jamais vu un juge d'instruction, même pour un meurtre, même pour un truc scandaleux, parler mal aux gens. Parler avec une morgue, avec un défaut total de respect ou de mépris, comme cela est fait à la cour d'appel d'Aix. C'est inconcevable. Alors, sachant que 30% des 24 textes promulgués en 2016-2017 n'étaient toujours pas appliqués en 2018, avez-vous réellement espoir que cette loi soit appliquée ? Je précise qu'elle a été enregistrée en janvier dernier. Alors, en fait, on a déjà bouleversé le système 2 fois. On a déjà obtenu, il y a maintenant 1 an, qu'on ne sépare plus les enfants lorsqu'on les place. Par exemple, vous avez 4 enfants, s'ils sont placés, normalement, on doit les mettre ensemble. Comme il n'y a pas trop d'argent, c'est difficile à appliquer, mais on commence à l'appliquer. Après, on a bouleversé encore une fois en inscrivant dans la loi que dès qu'on peut, il faut placer chez les grands-parents, les oncles et les tantes, ce qui est un traumatisme beaucoup moins important. Et là maintenant, on modifie la procédure. Dans la mesure où ça change rien, ça n'a pas de coût, ma procédure. Ça n'a pas de coût social. Il n'y aura pas une surcharge pour la société, ça n'a aucun coût. C'est un truc qu'on peut appliquer vite, et puis ce n'est que et on voit la procédure, tout le monde s'en fout. Et c'est pour ça qu'il y a ça. C'est parce que tout le monde s'en fout. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne parce que dans l'inconscient, on dit si on leur a pris leur enfance, c'est parce qu'ils ont fait un truc grave. Moi, je peux vous dire que, par exemple, ce matin, maintenant que je suis en train de vous parler, à 8h, il y a 4 policiers qui sont allés à Carcassonne et qui ont arrêté un enfant à l'audience. C'est-à-dire à l'école, ils sont arrivés en costume ce matin à Carcassonne et ils ont pris un enfant parce que les parents refusent de parler aux services sociaux parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien fait de mal. Lui est boulanger, elle est esthéticienne, c'est des gens merveilleux. Ils ont dit, mais enfin, on n'a pas besoin de vous. Comme ils ont dit simplement aux services sociaux, je ne vous répondrai pas, je ne vous ouvrirai pas la porte, on leur a pris leur enfant. C'est quand même des faits qui dépassent l'entendement. Alors, ma dernière question, vous plaidez aussi pour une proposition de loi distinguant 2 groupes de juges pour enfants, ceux qui s'occuperaient des mineurs délinquants et ceux en charge d'enfants victimes de conflits parentaux. Oui. Où en est cette proposition de loi ? Alors là, on en est très loin, mais on en est très loin parce que pour l'instant, il faut fluidifier le truc. Il faut que la procédure soit appliquée. C'est à peu près, moi je propose les mêmes règles qu'à l'instruction. Donc je veux qu'on arrive à ce qu'on ait les mêmes droits, qu'on se batte.
Là, par contre, il y a un problème de fond. Le juge pour enfants, il a deux catégories de pouvoir. Il a d'abord, c'est lui qui juge les enfants délinquants. Et en France, la plupart des délits sont commis par des enfants. Les vols, la vente de drogue, le petit stup, c'est souvent des enfants. Les cambriolages, c'est des enfants. Donc, le juge est écrasé par cette somme de travail de juger les enfants délinquants. C'est important. La deuxième partie de ses pouvoirs, c'est juger l'enfance, aider l'enfance en danger. Il n'a pas de temps pour ça. Il n'a pas de temps. Il faut des juges qui soient spécialistes. Et moi, je vais dire aussi un autre truc, ça agace tout le monde, mais encore une fois, je m'en fous tellement. Il faut des gens qui aient du recul. On ne peut pas mettre un gamin de 25 ans, on ne peut pas mettre une jeune femme de 28 ans pour trancher des situations où il faut du background, il faut avoir divorcé, il faut s'être levé à 2h du matin pour donner des biberons, il faut avoir fait face à la varicelle, il faut voir aussi que le mari il est difficile ou que l'épouse est compliquée, il faut avoir du recul sur la vie. Pour trancher ça, il faut des magistrats qui ont de la bouteille et surtout, il faut plus de juges d'instruction. Je reparle de la cour d'appel d'Aix. Cour d'appel d'Aix, on a 2 anciens juges d'instruction qui sont dans cette matière, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle, l'enfance. Ce n'est pas possible de mettre quelqu'un qui va travailler avec des haltères. C'est de la dentelle. On ne peut pas avoir des gens qui sortent de l'instruction pour aller juger. C'est une matière qui est fragile, c'est l'humain. Et l'humain, aujourd'hui, n'existe pas dans cette matière. C'est tellement logique ce que vous nous dites là, Maître Hamas, mais enfin, apparemment, c'est pas compris de tout le monde. Merci beaucoup, Maître Hamas, pour cette interview. Il faut souhaiter que cette loi fasse avancer la cause de l'enfance maltraitée. Donc, alors, je mentionne votre site internet Michel Hamas Avocat et sur Facebook Hamas Chenon Avocat. Ben c'est ça, c'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous.